Ce deuxième panel porte sur les enjeux actuels pour les organismes d'accueil, de protection et de défense de droits au Québec et au Canada. Le résumé nous dit quelles sont les perspectives et défis actuels des organisations non syndicales qui défendent les droits des travailleurs et travailleuses migrants et migrantes temporaires. Ce panel vise à susciter des échanges larges et francs sur les pratiques, les types d'intervention, les stratégies, les différences d'analyse des organisations impliquées, comment travailler ensemble, renforcer la concertation et s'inspirer des luttes menées par les autres groupes ailleurs au pays. Comment faire pour que les travailleurs et travailleuses restent à l'avant-plan des luttes et à partir de quels enjeux imaginer des campagnes communes. Parmi les commentaires que j'ai pu entendre ou que des gens sont venus partager avec moi directement, il y a le bonheur de se retrouver ensemble, gens de différents horizons, de champs d'expertise et de spécialités divers, qui partagent cet intérêt commun de défense des droits. Et cet espace de dialogue, d'échange et de partage est extrêmement apprécié et on poursuit encore plus à fond dans ce sens-là avec le panel de cet après-midi. D'abord, je vous présente nos panélistes. Mélanie Gauvin, directrice générale du RATMAC depuis le 1er novembre dernier. Wouhouhou. Jill Hanley, Centre des travailleurs immigrants. Jill Hanley est professeure titulaire à l'école de service social de McGill et directrice scientifique à l'Institut universitaire Sherpa sur la santé et la migration. Elle travaille en étroite collaboration avec un certain nombre d'organisations communautaires où elle s'engage dans le dialogue politique pour mettre en évidence les besoins des communautés migrantes marginalisées. Elle est cofondatrice du Centre des travailleurs migrants de Montréal où elle s'implique activement depuis 2000. Jill, merci d'être là. Marissa Berry-Mendez est responsable des campagnes chez Amnesty International où elle mène les campagnes en lien avec les droits des personnes migrantes et réfugiées, entre autres. Auparavant, elle a travaillé pendant longtemps au Conseil canadien pour les réfugiés où elle a développé la campagne pan-canadienne de cet organisme pour les droits des travailleurs et travailleuses migrants et migrantes. Elle siège au conseil d'administration du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et migrantes à Montréal et a été chargée de cours en études de l'immigration à l'Université Concordia. Marissa, bonjour et merci. Lorraine Lallemand est co-directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés, est originaire de Tiohtià:ke, Montréal et défend avec passion les droits humains. Elle possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du développement international et de la défense des droits des réfugiés. Elle apporte une connaissance approfondie et une expertise du secteur des réfugiés au Canada, en particulier en ce qui a trait au parrainage de réfugiés et de migrants sans statut. Lorraine, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Gabriel Aladua is a former migrant farm worker from St. Lucia, an island in the Eastern Caribbean. He has been an organizer with the Collective Justice for Migrant Workers for almost a decade. He is currently an outreach worker working with migrant workers across Ontario. He was activist in residence at the University of Guelph, the first person to hold that position, which brought activists and researchers together. He is the author of the recently published award-winning book, Harvesting Freedom, by publisher Between the Lines. Gabriel, welcome, and thank you. Tenzin Khyentse, a third-generation stateless Tibetan, was born in India. He pursued his master's in transnational migration studies at the Université de Lille en France under the Erasmus Mundus Scholarship,
Presently, Mr. Kansei is based in Toronto, where he works as an anti-human trafficking youth coordinator at the FCJ Refugee Center. Tenzin, welcome. Thank you for being with us. Alors, les interventions, parce qu'il n'y a pas de questions d'amorce, vous avez certainement préparé une présentation, donc je vais vous laisser faire cette présentation. Spontanément, j'ai envie de laisser l'ordre tel quel. Alors, j'ai un peu la chance de mettre la table à ce panel et puis je vous dirais que juste la première question m'a demandé quand même un peu de réflexion et beaucoup d'éléments de réponse. Alors, compte tenu de la liste de questions qui est posée, comme je suis la première personne à m'adresser à vous, j'ai envie de vous faire une liste de certains des enjeux et des défis pour les organismes qui viennent en aide aux travailleurs étrangers temporaires, défis et enjeux que je pense qu'on rencontre également au quotidien et dans lesquels plusieurs d'entre vous là, vont se retrouver, à la fois les organisations syndicales ou communautaires. Donc, puis pour être sûr de rester dans mon temps, j'ai bien listé ce que je souhaitais vous aborder. Puis, ces enjeux-là, ils sont de différents ordres. Donc, bien sûr, on est un groupe de défense, on fait de l'intervention, on fait de l'accompagnement auprès des travailleurs, mais on est aussi face à des embûches politiques. Donc, pour ma part, en tout cas, le premier défi que j'ai identifié, il est politique, c'est-à-dire qu'on est face à des systèmes, un système de programmes et de permis de travail discriminatoires, et il est essentiel de travailler dans une perspective d'abolir les permis de travail fermés, de travailler aussi à faire beaucoup de représentation et de pression à différents paliers de gouvernement. Donc, au niveau politique, non seulement on est face à des programmes très spécifiques qui nécessitent plusieurs interventions, représentations pour faire changer les programmes, mais on est aussi face à des lois et un contexte juridique qui doit être transformé pour mieux s'adapter aux travailleuses et aux travailleurs qui viennent ici sur une base temporaire, occuper des emplois qui, soi-disant, sont en pénurie de main-d'œuvre, mais qu'on constate bien que c'est une pénurie permanente, là. Donc, on doit faire avec, puis pas faire avec dans un sens péjoratif, mais on doit s'adapter à la fois comme organisme, comme société. Puis pour ça, on doit s'adresser aux différents paliers de gouvernement, tant fédéral, provincial, municipal. Puis en préparant mon intervention, j'avais noté la question géographique. Puis tantôt, Claire nous a parlé de Normandin. Et puis moi, j'avais mis Saint-Félicien, mais c'est pas mal dans le même coin de pays. Donc, c'est des éléments qui sont quand même très importants et qui représentent des défis importants pour des organismes comme les nôtres. Ensuite, il y a une question de reconnaissance aussi. Reconnaissance des travailleurs migrants comme des personnes à part entière, comme des personnes ayant un rôle important et un rôle clé dans notre société. Puis reconnaissance aussi des organismes qui leur viennent en aide, reconnaissance au niveau politique, mais reconnaissance aussi au niveau d'organismes qui travaillent dans le système d'immigration. Donc, les travailleurs étrangers temporaires sont une partie importante et de plus en plus importante d'ailleurs de notre système d'immigration, et on ne doit pas être exclu compte tenu que ces personnes-là ne sont pas tous ici sur une base permanente, bien que souvent ils le souhaiteraient. Alors, ça fait écho à certains défis qu'on a dû relever dans le passé. Il y a aussi des enjeux de connaissance, d'innovation, de flexibilité. On doit être capable de rejoindre ces travailleurs-là, de les soutenir, mais ça nécessite qu'on devienne des experts en normes du travail, des experts en permis de travail, des experts dans tous les formulaires que vous pouvez énumérer. Ça demande beaucoup de connaissances,
Ça demande aussi beaucoup de flexibilité. Parfois, et même souvent, on fait la différence entre quelqu'un qui va baisser les bras ou au contraire, quelqu'un qui va passer au travers des démarches. C'est le soutien qu'on va lui apporter, le soutien au niveau de la compréhension, puis le soutien aussi au niveau social de lui dire oui, on peut y arriver, puis oui, c'est faisable, même si ça prend des démarches au niveau de 5 institutions différentes, puis que ça peut les placer dans des situations extrêmement angoissantes, qui remettent en question leur statut, qui peuvent être expulsés. Bref, ça demande beaucoup de flexibilité de notre part, beaucoup de connaissances, parce que les connaissances juridiques, ça s'acquiert progressivement, puis on ne peut pas devenir expert, même en suivant des formations. Il faut comprendre aussi chacune des situations, puis comment elles peuvent être différentes d'une à l'autre, bien qu'il y ait des éléments qui vont se rejoindre, mais chaque situation est quand même aussi différente. Alors, il m'en reste 2 enjeux. C'est bon. Il y a un enjeu géographique extrêmement important, l'éparpillement des travailleuses et des travailleurs sur le territoire québécois, la grandeur du territoire à couvrir. Donc, c'est un enjeu de taille au niveau des interventions. Saint-Félicien, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais j'ai eu la chance d'être à Matane au printemps, en Beauce. Le Québec est grand. Et puis, il y a des travailleurs étrangers sur la Côte-Nord, à Bécomo, mais c'est pas tout aux Îles-de-la-Madeleine. Maxime pourrait nous en parler. Fait que pour des organismes comme les nôtres, d'être capable de se scinder en partie pour être capable de les rejoindre, c'est très difficile. Ça demandait beaucoup de moyens, puis ça m'emmène au dernier enjeu, qui est un enjeu financier, un enjeu économique, donc le financement des organismes qui viennent en aide aux travailleurs et aux travailleuses. L'enjeu économique d'être capable de leur offrir des services à la hauteur aussi. Des services aussi qui répondent à leurs besoins et qui répondent aussi à leurs besoins géographiques, c'est-à-dire que récemment, on a une intervenante 2 jours semaine à Saint-Félicien parce qu'on a un bureau à Chicoutimi, mais Chicoutimi-Saint-Félicien, c'est 2 heures de route. Notre intervenante, là, qui est ici, Jenny, d'ailleurs, où ma belle Jenny, elle est là. Fait que Jenny, elle veut bien, mais c'est loin, aller à Saint-Félicien, faire l'aller-retour dans une journée, c'est pas facile. Puis comment être en contact aussi plus proche des travailleurs sur une base locale, mais ça prend quelqu'un qui est là. Et puis, c'est le nerf de la guerre, moi, je trouve, pour nos organisations, d'avoir des intervenants qui sont présents sur le terrain et qui peuvent répondre à leurs besoins. Fait que j'espère avoir bien mis la table. Si vous en avez d'autres, allez-y, je vous laisse les autres questions. Merci. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir mis la table, comme vous le dites si bien. Et maintenant, la parole est à Jill. Merci beaucoup, Mélanie, c'est apprécié. Et puis, je pense que je vais suivre un peu dans la même direction, mais avec des exemples un peu différents qui viennent des expériences du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. On a dit plein de fois aujourd'hui que les permis fermés créent vraiment une situation de vulnérabilité à l'exploitation. Ça fait 30, 40 ans que les gens documentent ça. On voit qu'il y a des changements. Je pense que c'est quand même plus facile techniquement qu'avant de changer de permis, mais les délais sont tellement longs que, comme depuis le COVID surtout, les délais avec l'immigration IRCC sont tellement longs que les gens se retrouvent dans un état entre deux choses pendant des mois, sinon presque un an souvent, et c'est une période vraiment de grande vulnérabilité. Et quand on pense au nombre de personnes qui sont sur les permis temporaires au Canada actuellement et que l'IRCC n'investit pas dans embaucher des gens pour traiter ces demandes-là, on est en train de mettre des centaines de milliers de personnes dans des situations précaires. C'est vraiment, pour moi, inacceptable du tout. Là. Il y a vraiment un problème au niveau fédéral avec ça. Encore plus qu'on sait que pour les gens du Québec qui veulent aller vers la résidence permanente,
pas le cas pour les travailleurs agricoles, mais c'est pire pour les gens qui font leur demande à partir de Québec comparé au reste du Canada. Il y a un grand problème. Mais juste sur cette question-ci, si on pense aux travailleurs agricoles, je pense qu'ils vivent vraiment une discrimination très sérieuse en termes de la fermeture au Québec puis dans tout le Canada à la résidence permanente pour ces travailleurs-là. Je pense qu'il devrait avoir cette voie du travail agricole ou d'autres types de travail à bas salaire vers la résidence permanente et d'être accompagnés par leur famille dès le premier jour de leur contrat. Je pense que l'argument que ça ne fait pas de sens parce qu'ils ne gagnent pas assez pour subvenir aux besoins de leur famille, ça parle plus du problème avec le salaire minimum que quelque chose qui fait du sens en termes de droits humains. Et on sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui vivent avec leur famille avec salaire minimum. Alors, ça ne tient pas pour moi. Puis j'aimerais faire... vous êtes probablement plusieurs qui ont entendu parler de l'expérience de Brandon, Manitoba, qui a fait l'expérience avec un laboratoire Maple Leaf, qu'ils ont fait le choix comme municipalité qui voulait accueillir ces gens-là comme résidents permanents. Et c'était des centaines de travailleurs qui ne parlaient pas anglais. Au moment qu'ils arrivaient, ils ont investi dans les cours d'anglais. Ils leur ont donné accès à la résidence permanente après 6 mois. Ils sont venus avec leur famille au début. Puis, maintenant, comme 10 ans, 15 ans plus tard, ces familles sont encore là. Ils travaillent, ils sont syndiqués. Puis, il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas bénéficier dans nos communautés de l'accueil permanent des travailleurs agricoles, agroalimentaires et tout autre type de travailleurs à bas salaire. En termes de tendance, quelque chose que les gens au CTI, ils en parlent beaucoup, puis je sais que Ratmac, vous avez la même expérience, c'est le virement vers la criminalité dans l'expérience, comme par les recruteurs, les employeurs envers les travailleurs agricoles et autres travailleurs bas salaire. Je pense qu'on peut observer un peu la même chose qu'on a vue avec la traite pour des fins sexuelles. On le voit maintenant avec la traite pour les fins de travail. Ou, comme il y a 10 ans, j'ai fait une étude où on a regardé quels étaient les cas d'exploitation du main-d'œuvre. Et ce qu'on voyait, c'était que c'était des employeurs assez normaux qui ont juste, comme avec le temps, pris avantage du fait qu'avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, ils pouvaient exploiter les gens. Mais ce n'était pas nécessairement qu'ils ont commencé comme ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des réseaux criminels qui sont en train de prendre avantage du programme des travailleurs étrangers temporaires. On savait que c'était possible, mais maintenant, c'est rendu assez courant. Et les gens qui font le travail terrain, des fois, ils s'inquiètent pour leur sécurité. Et les gens qui sont pris dans ces situations d'exploitation-là, des fois, c'est comme l'extorsion entre les travailleurs. Des fois, c'est l'abus de la part des superviseurs, de l'employeur, du recruteur. C'est super difficile de dénoncer ça. Alors ça, c'est quelque chose de grave. Mais je pense que c'est pas comme un mystère comment contrer ça. Comment contrer ça, c'est qu'on donne le choix aux gens de changer d'employeur, d'avoir un permis ouvert, d'avoir accès à la résidence permanente. Parce que si on regarde tous les cas au Canada qu'il y a eu d'exploitation, comme la traite pour les fins de main-d'œuvre, c'est des gens avec des statuts précaires. Alors, si on veut protéger les gens, il faut leur donner un statut sécure. Finalement, ici au Québec, je pense qu'il y a plusieurs enjeux qui nous inquiètent actuellement. Premièrement, il y a la question de la loi 96 qui est en train de dire que, à part de probablement le système de santé, la plupart des services gouvernementaux vont être fournis seulement en espagnol, en français, une fois que les gens sont ici depuis 6 mois. Et on sait à quel point il y a des difficultés d'apprendre le français si on travaille genre 70 heures par semaine. Moi, je m'inquiète beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que la plupart des gens de première ligne dans les services gouvernementaux, ils veulent aider les gens. Je pense que les gens vont trouver des façons d'aller autour de ça. Mais ça met beaucoup de fardeau sur les groupes communautaires et sur les migrants eux-mêmes de trouver
les ressources d'interprétation. Puis, ça donne encore plus de pouvoir aux employeurs, je pense, d'être le médiateur dans l'accès aux services publics. Alors, ça m'inquiète beaucoup. Et avec le nouveau règlement qu'on vient d'entendre, qui ne va pas s'appliquer à la plupart des travailleurs agricoles, mais que les travailleurs étrangers vont devoir passer un test de français niveau 4 de francisation après 3 ans. Ça aussi, ça m'inquiète beaucoup parce que si je ne sais pas, vous êtes plusieurs probablement qui vous rappelez du règlement qu'on pouvait seulement avoir un maximum de 4 ans de permis de travail avant de devoir quitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que les gens sont quittés, ils sont devenus underground. Et puis, je pense qu'on va voir ça encore. C'est un politique qui va pousser les gens de devenir sans papier parce qu'ils ont besoin de travailler. Alors, c'est un problème. Finalement, j'aimerais dire, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui s'est passé en termes de politique québécoise dans les dernières années, c'est que le Québec, actuellement, c'est la seule juridiction au Canada qui finance les services d'accueil de base pour n'importe quel statut. Alors, les travailleurs migrants, incluant les travailleurs agricoles, ils peuvent aller dans n'importe quel groupe d'accueil des nouveaux arrivants, puis demander des questions, avoir de l'orientation, de l'appui. C'est excellent, c'est super bon. C'est juste que ces groupes-là, c'est ça que depuis, je pense que ça fait 5 ans maintenant, non, c'était presque 5 ans, ils sont en train de développer les connaissances pour aider les travailleurs agricoles, par exemple. Mais ces groupes-là, ils n'ont pas l'habitude de faire la défense de droits qui est nécessaire avec les travailleurs précaires. Défense de droits de travail, défense de droits d'immigration. Et il y a eu, en même temps, à partir de 2020, le gouvernement fédéral a décidé à travers le Canada de financer des services directement pour les travailleurs temporaires. Mais ce n'est pas un programme permanent. Et puis, ce programme-là finit en mars 2024. Il n'y a pas encore de nouvelles. Qu'est-ce qui s'en vient après? Alors, actuellement, il y a un très beau réseau à travers le Québec qui a développé des compétences plein de contacts. Et si le financement n'est pas reconduit en 2024, on va perdre tout ça et tout ce contact direct qu'on a avec les travailleurs va être perdu. Alors, je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un programme permanent pour financer les groupes, pour ne pas perdre. On ne veut pas avoir des expériences comme ça. Et chaque fois qu'il y a comme 3 mois de pause entre 2 programmes de financement, on perd les employés. Et ça veut dire qu'on perd les contacts. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Alors, merci. Oui, ça fonctionne. Donc, bravo, merci Jill. Il restait 10 secondes à courir. Tu as vu? Donc, c'est vraiment du top chrono. Non, mais c'est extraordinaire. Et la parole est maintenant à Marissa. Marissa, à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais juste dire que je suis vraiment choyée d'être là aujourd'hui. Et merci au RATMAC d'avoir ouvert l'espace je pense que c'est tellement précieux d'avoir l'occasion d'échanger, puis aussi d'entendre de nos collègues de l'extérieur à l'international. Une chose que j'ai appris à travers les années, spécialement quand je travaillais au Conseil canadien pour les réfugiés, qui est un organisme pan-canadien basé, qui fait la concertation de, je pense, plus de 200 organismes membres, que c'est vraiment important d'être en lien, d'être en réseau, de travailler ensemble. Et avec le débordement puis le manque de capacité, c'est pas toujours facile de le faire. Donc, c'est vraiment génial d'avoir cet espace pour échanger puis pour partager des stratégies. Je vais certainement faire beaucoup écho à mes collègues. D'abord, je dirais, je ferai écho à Mélanie pour parler de l'importance de travailler à plusieurs niveaux. Malgré, évidemment, il y a toujours les contraintes en termes de capacité et tout. Mais nos efforts pour
faire de l'intervention auprès des personnes migrantes sur le terrain pour améliorer les remèdes qui existent pour eux autres. Aussi pour travailler à l'échelle provinciale et pan-canadienne et à l'international sont tout aussi importants afin d'essayer de voir des résultats à la défense des droits des travailleurs et travailleuses migrants. Je pense qu'effectivement, les coalitions à l'échelle pan-canadienne ont un rôle important à jouer, que ce soit le CCR, le Migrant Rights Network ou bien le CTC, le Congrès du travail canadien. Et ici au Québec, évidemment, c'est tellement important de travailler sur tous les mêmes enjeux en lien avec l'immigration à l'échelle québécoise aussi, parce qu'on a déjà vu quand il y a des initiatives au niveau du gouvernement fédéral, parfois le gouvernement québécois décide simplement de ne pas participer et comme ça on perd les gains qui s'achèvent dans le reste du pays. Et là, maintenant, je travaille avec Amnesty International et je sais qu'il y a déjà plein de monde qui fait du plaidoyer à l'international. Puis nous aussi, on aimerait relever des défis, réussir à avoir une incidence sur la scène internationale aussi. On trouve que le gouvernement actuel, au moins, est très susceptible à son image sur la scène internationale. Donc, on aimerait vraiment d'essayer de profiter sur ça et exposer le Canada pour l'exploitation et l'abus qu'il facilite avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Je voulais souligner qu'on a eu des victoires. Je pense qu'avec les défis auxquels on fait face toujours, c'est facile d'oublier les victoires qu'on a eues ou juste de continuer à lutter, à combattre les injustices, mais au niveau provincial, avec, je pense à la révision des normes du travail en 2019, je pense, au règlement, oui, c'est ça, 2018, le financement par le gouvernement québécois et aussi par le gouvernement canadien des services pour les travailleurs et travailleuses migrants, même le permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, c'est totalement inadéquat, c'est pas une solution, mais je veux juste souligner que toutes ces initiatives-là sont le résultat de la mobilisation puis des efforts qui se sont faits par nos organisations et par les personnes migrantes eux-mêmes et elles-mêmes. À date, tous les changements apportés au niveau fédéral sont vraiment des solutions de pansement qui ne résolvent pas les problèmes systémiques. On sait, je pense que tout le monde ici sait que les problèmes à la base de la vulnérabilisation des travailleurs et travailleuses migrants dans le programme, c'est le permis de travail fermé et le manque d'un statut permanent. Donc, il faut évidemment continuer à travailler sur tous les plans, mais je pense qu'on doit vraiment mettre l'accent sur ces deux enjeux à la racine des abus et de l'exploitation. On a un moment vraiment opportun en ce moment avec les permis de travail fermés. Le rapporteur spécial, son témoignage, tout ce qu'il a présenté, puis le rapport, comme Michel l'a souligné, le rapport final qu'il va présenter, aussi l'étude parlementaire devant l'étude parlementaire à l'échelle fédérale. Je sais que Denise et Michel ont témoigné, il y a plusieurs organismes qui ont soumis des mémoires, et en 2024, il va y avoir une autre étude parlementaire sur les statuts temporaires et les personnes sans statut. Donc, ça va être une autre occasion d'amener les perspectives des personnes dans ces situations-là et la discrimination systémique auxquelles ils font face. Et je pensais juste amener quelques pistes à approfondir, que peut-être des pistes de réflexion de mon côté, je trouve qu'ils sont un peu un casse-tête, mais vraiment important comme perspective globale à avoir en tête quand on pense à, par exemple, le travail pour accéder à la résidence permanente pour les travailleurs et travailleuses migrantes. Donc, c'est vraiment l'enjeu. J'ai vraiment soif, excuse-moi. Le besoin d'exposer notre système d'immigration permanente économique, le programme de l'immigration économique au Canada autant comme au Québec, comme étant discriminatoire selon la classe sociale. Donc, si on va depuis les années 70, quand le système de points dans l'immigration économique a été mis en place, on privilégie vraiment les personnes avec un autre niveau de scolarisation ou de formation.
Et donc, on défavorise, en fait, les personnes qui occupent des postes, ce qu'on reconnaît maintenant comme étant essentiels, mais des postes peu qualifiés, ne sont pas du tout admissibles pour l'immigration permanente. Et donc, l'occupation, le poste, le niveau de scolarisation, c'est un peu un proxy ou un substitut à la classe sociale. Avant l'introduction du système de points, le Canada avait un système d'immigration explicitement raciste. Tu pouvais venir pour faire du travail agricole, pour être aide familiale, aide domestique, quoi que ce soit sur l'échelle d'occupation en tant que tu provenais d'un pays européen. Il y a beaucoup d'efforts pour exclure les personnes qui ne rentraient pas dans cette catégorie, qui ne provenaient pas de ces origines ethniques. Et donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires se situe sur un continuum vraiment cohérent, en fait, d'exclusion. On sait qu'à la fin du 19e siècle, on a amené des dizaines de milliers de travailleurs chinois pour travailler sur les chemins de fer, qu'ensuite on a tout fait pour qu'ils ne restent pas, pour qu'ils ne puissent pas se réunir avec leur famille. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je pense que la semaine passée, une poursuite a été lancée en Ontario pour démontrer les racines discriminatoires et racistes, justement, du programme des travailleurs agricoles saisonniers. Donc, c'est vraiment un continuum, c'est très cohérent, en fait, même si on a changé un peu les modalités. Donc, je pense que c'est quelque chose à essayer d'exposer. Et l'autre piste que je voulais mentionner, c'est la question de la valorisation du travail. Je pense que j'apprends rien aux gens qui sont ici présents là-dessus, mais on a eu une petite fenêtre pendant la pandémie quand enfin on a reconnu les travails en agroalimentaire, tous les travaux essentiels qui sont effectués en majorité par des personnes migrantes comme étant essentiels. Mais on dirait que ce moment a passé et la dévalorisation de ce type de travail continue. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment essayer de miser dessus. Et c'est vraiment relié à la dévalorisation des personnes qui occupent ces postes pour être considérées pour l'immigration permanente. Je suis désolée, mon français me mène à des formulations très circuiteuses. Essayer de créer un système d'immigration permanente non équitable, qui n'est pas discriminatoire, ni selon la race, l'origine ethnique, ni selon la classe, mais aussi reconnaître comment tisser les liens entre les statuts précaires. C'est un travail essentiel qui a été lancé pendant la pandémie et que le documentaire Essentiel réussit à merveille à faire, mais vraiment montrer comment notre société et notre économie reposent sur la main-d'œuvre des personnes qui sont gardées dans la précarité. Et donc, voir aussi comment on peut interlier. Et moi, je pense que c'est vraiment en ayant une vision plus globale de notre système d'immigration afin d'essayer de trouver un moyen plus équitable et inclusif. Donc, je suis désolée, je pars dans tous les sens, mais je vais terminer là. Merci. Merci. Et maintenant, Lorraine Lallemand, la parole est à vous. Bon après-midi. Vous m'entendez? Oui, ça va? OK, parfait. Oups, je ne suis pas super habituée à des micros. Oui, d'abord, je voulais remercier Ratmac pour l'invitation et aussi pour avoir organisé toute la conférence. C'est vraiment un bel effort. Et je voulais également dire que la première fois que j'ai passé à Saint-Rémy, parce que vos bureaux sont à Saint-Rémy, c'était dans le cadre de notre activité contre l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, c'est une entente qui enlève la possibilité des personnes, des migrants vulnérables qui passent à travers les États-Unis de faire une demande d'asile au Canada. Donc, on avait organisé en juin une marche de Montréal jusqu'à la frontière, au chemin Roxham, et on avait dormi à Saint-Rémy. Alors, et c'est à ce moment que je me suis rendu compte également qu'on passait à travers beaucoup de champs agricoles parce qu'on prenait des routes un peu moins... oui, exactement.
et aussi la forte présence de travailleurs temporaires à CRMI. Donc, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir mettre en valeur le travail des deux organismes, aussi parce que le Canada demeure un projet colonial. Alors, il faut toujours garder en tête que ce sont des enjeux systématiques qu'il faut travailler contre. Un instant, pardon, j'ai perdu mes notes. Donc, je voulais d'abord introduire un tout petit peu le Conseil canadien pour les réfugiés. C'est un organisme pan-canadien, comme Marissa l'avait dit, qui œuvre sur plusieurs différents sujets. Mais nous avons un sous-comité pour les travailleurs migrants, donc on a quelques membres présents aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, nous avons comme organisme une position très forte contre les permis de travail fermés. Et nous avons présentement une campagne pour avoir des permis de travail ouverts qui s'appelle appropriément permis de travail ouvert maintenant. Donc, on sait bien que dans la pratique, les permis de travail fermés empêchent effectivement les travailleurs de changer d'emploi et les empêchent de quitter des emplois abusifs et de se plaindre de mauvais employeurs. Donc, cela restreint leur droit d'accéder à la justice et de bénéficier de la protection du loi, et également crée une culture d'impunité pour les employeurs abusifs. On sait aussi que le fait de se lier les travailleurs à des employeurs spécifiques par le biais de la loi de l'immigration produit des relations de travail non libres. Et cela rappelle les formes historiques d'esclavage ou de servitude sous contrat. Et je sais que c'est un fait qui a été souligné par Tomoya Obokata dans ses rapports de formes modernes d'esclavage. Et j'étais pas présente hier, mais je crois que ouais, exactement. Donc, les personnes également bénéficiant de permis de travail fermés sont susceptibles de se retrouver sans papier et dans des situations de trafic de main-d'œuvre, ce qui a été souligné par par mes collègues. Et donc, pour ces raisons, on avait commencé cette campagne pour les permis ouverts, qu'on insiste sont nécessaires, et que d'autres formes de permis restrictifs, tels que les permis de travail sectoriel, régional ou professionnel, accompagnaient également de risques de violation de droits d'homme. Donc, je voulais souligner non seulement la campagne de permis ouverts maintenant, dont vous pouvez télécharger des pétitions, écrivez à votre député ou signer la déclaration soit en tant qu'individu ou en tant qu'organisme. Donc ça, c'est le site web Open Work Permit Now. Et nous avons également au CCR une campagne de régularisation qui s'appelle Statut pour tout. Donc, ce que je voulais souligner un peu, c'est les enjeux, une question pour mes collègues et aussi pour vous dans la salle, de comment mieux connecter les enjeux de travailleurs temporaires avec d'autres enjeux plus globaux, donc notamment la régularisation de personnes sans statut ou à statut précaire plus globalement dans le pays, mais également des enjeux liés aux agences frontalières. Donc, je vous donne un exemple. On sait bien que des personnes, des travailleurs immigrants temporaires qui viennent et qui restent plus longtemps que leur permis de travail pour plusieurs différentes raisons, peuvent devenir sans statut et être éventuellement pris par l'agence des services frontaliers de Canada et renvoyés à leur pays d'origine. Donc, présentement, si quelqu'un
est renvoyé, ils payent soit $750 ou $1,500, dépendamment de leur situation, si jamais ils veulent retourner au Canada. Donc, pour pouvoir retourner, ils doivent repayer ce dette de renvoi. Donc, présentement, le gouvernement propose de changer ces frais à $3,739 ou jusqu'à $12,541 si c'est avec un escorte. Et si la personne a été détenue, $1,495 supplémentaires. Donc, on sait que c'est des enjeux connexes parce que ce sont des sommes que éventuellement un travailleur temporaire serait obligé de repayer. Et ça, c'est même dans le cas que la personne a été acceptée, par exemple, avec une demande humanitaire. Donc, comme le CCR, c'est un organisme pan-canadien, on travaille principalement au niveau fédéral. Mais on cherche de comment mieux connecter les différents organismes pour être sûr que tous les enjeux qui touchent les migrants temporaires, que les informations peuvent être partagées et qu'on se réunisse ensemble pour combattre ce genre d'exemples de hausse de prix qu'on sait bien affectent très négativement les migrants les plus vulnérables. Et aussi, on cherche comment mieux combattre le propaganda qui est émis par les différentes compagnies qui embauchent les travailleurs temporaires. Donc, je vous donne un exemple. Le 1er juillet dernier, le Toronto Star, qui est un journal basé à Toronto, avait publié un article qui s'appelait, je vais traduire parce que c'était en anglais, « Travailleurs migrantes fiers de travailler au Canada ». Et c'était payé par un groupe d'organisations agricoles à Ontario. Et l'article affirmait beaucoup de choses qui étaient clairement fausses. Donc, que les travailleurs migrants bénéficient des mêmes droits et privilèges que les citoyens canadiens et les résidents permanents, ce qui est une affirmation qui est manifestement fausse. Donc, le CCR avait écrit une lettre à l'éditeur pour dénoncer ce genre de faux journalisme. On a réussi à avoir l'article enlevé, mais certainement juste comme quelques jours après que ça a été publié. Donc, toutes les personnes qui ont déjà lu, ils peuvent croire n'importe quoi. Donc, comment remettre ensemble nos efforts? Parce que c'est vrai qu'on combat contre des personnes avec beaucoup d'argent qui peuvent payer pour écrire des choses qu'on sait bien ne sont pas correctes. Et je voulais, parce qu'il me reste 30 secondes, juste faire un dernier point, que les seuils d'immigration permanente comparés aux seuils d'immigration de travailleurs temporaires sont connectés de façon très importante ensemble. Et dernièrement, il y a une compagnie Environix qui fait chaque année une étude d'opinion publique sur les immigrants et les réfugiés. Et on a déjà vu avec les étudiants internationaux comment le gouvernement et aussi les médias ont pu prendre les enjeux pour leur blâmer pour différentes situations de crise d'hébergement, ce qu'on sait bien n'est pas vrai. Et on voit de plus en plus ce genre de narratif qui joue de façon négative sur la pensée de l'opinion publique à travers les immigrants et qui pousse qui peuvent raisonner de plus en plus pour les programmes temporaires. Alors, On va. C'était mon dernier point. Parfait. Juste pour mettre tout ça ensemble, j'aimerais bien avoir vos réflexions. Oui. Tout à l'heure, pendant la période de questions. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. So, Gabriel, it's your turn. Thank you for this great opportunity. I am a little unorthodox. I want to remind everybody here that today is International Migrant Workers Day, and
I am really, really moved because the chairlady is from a country that every day inspires me for freedom. I am also inspired to be in Quebec, French. I tend to think a lot about the French Revolution, liberté, égalité, fraternity. I hope today is not a day where you just come and hear stories. I hope you live here with the energy to change the world. So let us change the world. I am with a grassroots organization called Justice for Migrant Workers, and these are the people, the first group of people I ever met in Canada that gave me the confidence that they are voice for the voiceless. From day one, the very first year, in 2012, I came to Canada. Up to now, they're knocking it. They're knocking. Slowly, no resources, but they're knocking. They are the ones who gave me confidence. What do? We are a grassroots organization. First of all, one thing I love about that group, they're political. They do not take money from the government. He who controls your funding controls your agenda. They don't take money from any politician, no government official, no business that support injustice. That's one thing I love about them. Another thing I love about them, they let the workers speak for themselves. That is why when I joined that group, my mouth was that big. But now I have a big and a long mouth. So be careful with me. Your mouth might be big and loud. Another reason why I love that group, you know what the other thing is? This group, they always create opportunities for the workers to address the issues. Now, how do we do that? By doing three simple things. And that's what they do consistently. We do consistently. One, we connect with workers and with our allies. We connect with our workers. Now, connecting with workers, it's easy to connect with workers. Not in Ontario, it's difficult because we know about vulnerability. And I'll talk about vulnerability. But we connect with workers in such a way that we do not just educate workers, but we try to inspire workers because workers are vulnerable. We try to inspire workers. And that is what I'm hoping to do here today. And that's what I'm hoping the conference is trying to do, to inspire us, so that when we walk out, we have a new energy to create a better Canadian society. Another thing that we do, we educate the Canadian public, locally, nationally, internationally. Now, you know what the politicians are happy with? That's not an issue in my riding. But we educate the public in such a way that we're pushing them to push the politicians. And that is what I want. How do we do that, Madam Moore? I want to push everybody to push the politicians. Who is your MP? Who is your MP? Because the politicians don't hear from you. That is not an issue. Are you concerned? That is what we try to do, to educate people in such a way that we can push them to take action. And the other thing we try to do, ultimately, we try to pressure the politicians. Ultimately, we try to pressure the politicians. We are not saying Canadians are bad. We are not saying Quebecers are bad. We are not saying the consumers are bad. We are not saying the politicians are bad. What we are saying, Canada has unjust laws and unjust policies. They can change every government. They can change every minister. But not until they change the system would anything change. The unjust laws and the unjust policies. That is what we want to change. I want to tell you a couple. Why do we want to change that? For so many reasons. Some of the reasons why. I like to use props. DET. Who is a migrant worker in Canada? DET. A migrant worker is denied. Basic things according to the Constitution. Denied. E, excluded. The laws that are designed to protect workers in Canada, we are excluded from that. T, tied. We have a tied work permit. So to be tied to the employer, denied so many basic things, and excluded from so many basic protection. That is the very definition of vulnerability. That is the best gift. This is the best gift the government has given to every employer. What the government has given to an employer, I'm tying the worker to you, I've denied him, and I've excluded him. Isn't that the best gift that the government has given to employers? But look at on the other side. Look at the line. DDT. Canada is saying to Europeans, Canada is saying to Europe, I cannot deny you freedom. I cannot deny you right. I cannot tie you to a farm. Will you be a spectator and watch? Or will you be a fighter and fight? What will you do? So that is, and the other amazing thing about Canadians. In Christene, Canadians want to know, especially with COVID, stay at home. So we are forced to think about our food system. In Christene, Canadians want to know that the food is grown by those who respect the soil, respect the environment, respect workers. But also, there are lots of Canadians who like to deny it. Oh, that does not exist in Canada. Oh, it's not as bad. It's worse in the US. They like to downplay it.
They like to derail the conversation, delay the all the D's in Canada. And that is the reality of Canada. And on the world stage, Canada goes to the UN and tells the UN, the same rights and privileges my citizens enjoy, I'll extend them to refugees. Canada goes to China. What does Canada tell China? Improve your human rights record on the world stage. But quietly, Canada has systems in place that perpetuate difficult conditions. And you know what the interesting thing is? Canada has a culture of silence. Nobody says anything. And that is why I'll decide whether I'll punish everybody here or whether I'll reward you. Because of your silence, I came to Canada. The loudest noise in migrant workers' head is the silence, your silence. Because no news is good news. We don't have anything about Canada, so everything must be right. Is everything right? Is everything right? Your silence. What are you going to do? There's power in your hands. There is power in your hands. As a voter, as a consumer, as a professor, there's power in your hands. There's power. I want you to discover that power. And it boils down to what can you do? You notice I have a big mouth? You notice I have a long mouth? What skill do you have? What skill do you have? What skill you have? And what are you willing to use your skills to do? Are you willing to use your skills to push people to take action? Nothing will change if we don't change the system. And you have the power in your hands to change the system. I don't know how much time I have, but please distract them. Wow, that is the most accurate timekeeper in the world. I want to draw your attention to this telephone number here. That's the thing about the system. This telephone number, the program that brought me to Canada is like a telephone number. This year, the program is 57 years. This number 3 here stands for the 3 simple parts of a tree. We are here to do jobs Canadians do not want to do. What are the jobs Canadians don't want to do? The D jobs, the dirty, difficult, dangerous, and deadly jobs. And we cannot apply for status. We cannot apply for status. And what is status? What is status? What is status? Thank you. You see, I need a helper, right? Is she a migrant worker? What is status in Canada? I want to tell you, status is like a sword. It's a two-edged sword. If I have status, I'm not concerned about my immigration vulnerability. If I have status, I'm not concerned about being sent back home. Our employer controls the travel agency that's booking our flight in and out of Canada. If I have status, I'm not concerned about being sent back home. If I have status, I do not have a closed work permit. I do not have a tied work permit. I would have an open work permit. You know what's an open work permit? I can refuse unsafe work. I can change my employer. But to be tied to my employer, that is vulnerable. That's a definition of vulnerability. So what is status? Status is a two-edged sword. It takes care of our immigration vulnerability. It takes care of our labor vulnerability. And the other thing I want to tell you, because of time, we face 20 injustices. 20 injustices. And they are at every level of government. We are not saying the politicians are bad, but the policies are what we need to change. And what is at the root of that? What is at the root of those problems? At the root of those problems are one, we are unaware. Ignorance. I want you see in this present age, there's a lot, our phones, lots of information. I want you to take a side. Take a side. Not to stay neutral. Take a side. Not to stay neutral. Take a side. But the question is, in this age of lots of information, there's a lot of misinformation. And you just heard from my colleague, if you're going to change the system, the people who benefit from it, will they stay quiet or will they fight? And they have the money, they have the power, they have the influence. Take a side. And listen to that. You know why I'm happy to be here? You're hearing the story straight from the horse's mouth. It's not watered down and sugar, straight from the horse's mouth. Where do you hear whose stories are you accustomed of hearing? The victor or the victim? Whose stories are you hearing? You hear the story, and that is the purpose of the conference, to bring workers and to highlight the issue. You're hearing it straight from the horse's mouth. Do you have doubt? Do you have doubt, or are you concerned? And the last thing I would say, because of time. You have 10 seconds. Wow. So you have no time. Actually, you have no time. There's power in your hands, and discover the power and use it to create a better Canada. Thank you. That's right.
Thank you. Yes, thank you, Gabriel. And now, Tenzin. Tenzin, say, Yeah, do you hear me? yeah, I Yes, hear you. okay. Gabriel, you can take my 10 minutes if you want. Like, I mean, whoever is the organizer, it was a mistake for me to go after Gabriel. Like, I don't know how I can keep up with this, but so I'm from FCG Refugee Center in Toronto, and usually when we go to conferences, we are a whole army, but today it's just me by myself. But yeah, FCG Refugee Center is a small grassroots organization based in Toronto. We help we help migrants or workers and people with precarious migrant status, so people without statuses too. And being a small grassroots organization, we have a lot of challenges. So some of the challenges is definitely funding. It's really hard to find funding without the help of government because like most of the government fundings comes with a lot of strings attached. For example, the people that we provide services to need to have some sort of status. So it's really hard for us to take the government funding, and we keep looking for different kinds of places to fund ourselves. So if you know good funders that don't have that many strings, please let us know. It'll be really helpful for us for our program. But yeah, within our organization, we have different kinds of services. For example, we provide services to refugees, housing refugees, and we also have a small anti-human trafficking team. Our anti-human trafficking team mostly works with migrants who are being abused at their workplaces and labor trafficking cases. And one of the challenges with this is that there are only few organizations in Ontario that work with labor trafficking cases. I know only one, which is Legal Assistance Windsor, which Shelley Gilbert is here. So the challenge is that whenever we have these large trafficking cases, usually it's like 40 to 50 people or even more than that in a farm, we don't have the capacity to support them as much as we want to. So we might have to ask our other clients to wait for a bit so that we can look into it. So it is a big challenge that there are not that many organizations, and it roots back to the funding because the government funding is not there for like people without statuses or people with precarious status in Canada. And one of the biggest challenges when we do these applications for open work permit for vulnerable workers and the temporary resident permits is that we find that the IRCC is very inconsistent. So for example, if I do an application of open work permit for vulnerable workers, I'm the person doing two cases with the same farm, same narrative, same experience, but one of the applications will get accepted and the other get rejected. And when we get the rejection letter, we don't really get the explanation why they're rejected. So it's really playing like a lottery for them, like when we submit those applications, and we just hope for the best. So that's one of the problems. And secondly, when it comes to labor trafficking cases, one of the problems that we have with IRCC is the current IRCC framework is geared more toward justice provision, like criminal justice. So when they view the labor trafficking, they don't look them as victims. They look them as witnesses. So because they do look at witnesses, their permits are only viable as long as the case is going. So there's another challenge because then as soon as the case gets over, they have to go back to their own country or find another solution to remain here in Canada. And that's another problem with TRPs. TRPs are another pain because initially when the TRPs are granted, it's granted for only 3 months or 6 months. It's totally up to the discretion of the IRCC office that we're working with. And when it gets renewed, we have to renew it every year. And when they renew it, they have to pay around like $350, which has now been increased to $285. So the migrant workers, it's really hard for the migrant workers to pay some of the fees to keep renewing their permits. And these are the challenges that we face as an organization when we deal, and that's why we find that advocacy is really helpful. I would like to highlight one of the cases that we did recently. It was in the city of Barrie, which is located north of Toronto, 2 hours from there. So in 2019, there was a case where a lot of migrant farm workers from Mexico were in Barrie. They were recruited through small villages. The recruiters went there, they brought them there.
and they were being exploited when they came here, like the normal exploitation, like, you know, they're being exploited, not being paid wages, made lived in very worse conditions, and then we got to know about them through like through personal references, and after that we worked with the police, and there was a big raid in that farm, and after the farm we were helping them to do the TRPs, and the thing with TRPs is you have to keep renewing it for 5 years so that you're eligible to apply for permanent residentship. Between that, you cannot leave the country. You have to make sure there's no gap in the permanent TRPs, and if the case is decided before, you have to leave the country. So that's what happened with this case too. They were renewing their TRPs for 4 years, and just before that, their case was concluded, and they were decided. IRCC decided they were no longer needed in this country, and they all had to leave. So these people have been here for 4 years, and if they stayed here for another few months, they would have been eligible to apply for the permanent residentship. So there was a lawsuit with the Crown, and which we lost. But the good thing is that this issue was brought to this CCR consultation in Calgary, and along with a few other organization members, we were able to lobby with the immigration minister and the IRCC, and they just renewed their application for another 1 year. So I would say that the advocacy is really helpful, and now all of the migrant farm workers can apply for permanent residentship. Yeah, besides that, I was asked to talk a little bit about Migrant Rights Network in Ontario. So the reason why I want to talk about Migrant Rights Network in Ontario is because they're able to mobilize large protests, and where thousands and hundreds of people across Ontario, they do protests for various campaigns, for example, Status for All. And one of the reasons why I find them to be very useful is because Migrant Rights Network is an alliance which is formed by service providers, by migrants themselves, by people who have lived experiences of being exploited. So that's why I feel that when we involve all the stakeholders, especially people who went through exploitation, and we give their agency where they can control their own narrative and talk with their own people and rally behind them, that's when most successful campaigns come from. And yeah, is my time over? Like, International Migrant Rights Day, I just want to celebrate all the migrant workers who came to this country and built this country and sacrificed, went through a lot of hardship. And I just want to say you're being celebrated here. Yeah, thank you.